Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Comme d'habitude, pas mal de sujets à traiter, mais ici il y a vraiment des sujets très intéressants au niveau notamment des gens qui utilisent les nouveaux laptops RTX 3000 pour miner des cryptocurrencies. Vous avez aussi SN9 qui n'a pas fini dans les meilleures conditions, mais SN10 est déjà prêt de SpaceX pour faire des tests. Et encore plein d'autres news, vous avez de toute façon la table des matières et vous pouvez sauter évidemment sur le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Le premier sujet, c'est évidemment que SN9 a été testé. Ça fait un petit 2 semaines maintenant, mais SN10 qui est juste à côté ici est déjà bien en route pour être testé lui aussi. Donc je vous rappelle que SpaceX ici teste en haute altitude leur nouveau prototype de Starship qui sera la deuxième partie, le deuxième étage d'une nouvelle fusée qui, je l'espère, leur permettra d'amener des gens sur Mars, mais aussi sur la Lune, ou aussi de manière générale lancer des énormes satellites ou beaucoup de satellites en orbite pour notamment compléter Starlink par exemple. Personnellement, je serais plutôt intéressé par Starlink vu que l'Internet en Belgique c'est très... voilà, disons que je n'espère pas avoir de la fibre avant 20 ans au moins. Au rythme où ça va, c'est certainement le cas à mon avis. Enfin bref, du coup, SN9 a décollé, profil de vol très similaire à SN8. Comme vous pouvez voir, ça c'est SN9, ça c'est SN10. Ils sont très proches. Enfin, ne vous inquiétez pas trop. Enfin, certaines personnes justement étaient inquiètes sur le fait qu'ils soient très proches au niveau du décollage. C'est pas ce qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce que vous allez voir après. Mais finalement, ça s'est révélé être pas vraiment un problème. Mais je pense qu'il devrait peut-être éviter quand même à l'avenir de mettre un deuxième prototype juste à côté d'un qui est testé. C'est peut-être pas la meilleure stratégie, mais bon. Donc il a décollé. Il est monté jusqu'à un peu plus de 10 km d'altitude. Euh, le profil de vol était très similaire à SN8, mais il allait un petit peu plus bas, si je me souviens bien ici. Mais même chose, donc il décolle avec les trois moteurs et petit à petit il éteint les moteurs pour arriver de plus en plus à une situation où il finit par ne plus vraiment monter et tient juste en l'air. Donc c'était exactement comme SN8 ici. Donc là on peut le voir justement monter de plus en plus haut. Et puis évidemment, au bout d'un moment, il coupe les moteurs, ou plutôt le dernier moteur, et SN9 est parti en mode belly flop. Le problème, c'est que SN9 n'a pas eu autant de chance que SN8 au niveau de, on va dire, sa direction, mais c'est un problème différent qu'il a eu par rapport à SN8. SN8 manquait de pression dans les header tanks, donc il y a des petits réservoirs de carburant, un au milieu et un au-dessus. Il n'y avait pas assez de pression. Le carburant n'arrivait pas et le comburant n'arrivait pas correctement jusqu'au moteur. Ici, non, c'est un moteur qui a fail, littéralement. Un des moteurs ne s'est pas allumé correctement, donc il n'y avait pas assez de force. Et bim, SN9 a fini comme il a commencé, de travers. Parce que SN9, je vous rappelle, c'était le prototype qui s'était retrouvé de travers dans le truc de construction. Donc, ma foi, il a fini de la même manière, de travers. Enfin bref. Donc, ça reste quand même un test qui leur a donné certainement beaucoup de données, hein, parce qu'ils ont pu le faire monter, redescendre, donc ça a donné pas mal de données pour tout ce qui est aérodynamique, c'est ce qu'ils veulent. Mais évidemment, ici, c'est dommage qu'il n'ait pas pu atterrir, mais c'était prévisible quand même. Donc j'espère que SN10 peut-être arrivera, lui. Ils vont essayer de, par exemple, ici, avec SN10, d'allumer les trois moteurs, même si, pour information, ils n'ont pas besoin des trois moteurs, et même s'ils utilisent les trois moteurs, c'est pas bon, parce que avec trois moteurs, ils auront trop de force et ils ne pourront pas justement atterrir tranquillement sur le sol. Donc il faut seulement deux moteurs ici, et c'est pas deux moteurs à pleine puissance d'ailleurs. Mais ils vont allumer quand même trois moteurs, et puis après ils vont éteindre un des moteurs qui est le moins utile dans la situation dans laquelle ils sont. Et comme ça, ben, s'il y en a un qui fail, il y en a deux autres qui fonctionnent toujours. Après, s'il y en a deux qui fail, voilà, ça sera un peu plus problématique. Donc on verra les tests de SN10 dans le futur. Ils doivent encore tester les moteurs juste sans décoller. Et après, ils testeront seulement le vrai décollage. Donc je dirais qu'on en a pour au minimum une semaine. Et je dirais même vraiment au minimum une semaine. Ils vont vite pour tester leur prototype. Mais ils vont pas à ce point-là vite quand même. Parce qu'il y en a qui s'attendent déjà à ce qu'ils lancent genre ce week-end. Non, je ne crois pas honnêtement. Mais on verra bien. Dans tous les cas, très impatient de voir ce que ça donne. Ensuite, on a une autre news au niveau justement des nouveaux laptops RTX 3000. Donc, ils sont en train de sortir en ce moment, je pense que vous l'avez vu. Ils sont relativement bien en stock, étonnamment. Et les prix sont raisonnables. Donc, pour information, vous pouvez trouver pas mal avec des RTX 3060 vers 1500-1600 euros. Et ça va encore, ils sont en stock. Donc, au moins, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est
c'était assez prévisible parce qu'en général, et c'est le cas aussi avec les PC fixes, en général, les cartes graphiques sont réservées aux constructeurs de PC. Et les constructeurs de PC portables, évidemment, construisent des PC. Donc la plupart des cartes graphiques passent par là. Ça m'étonnerait même pas d'ailleurs que l'un des problèmes qu'on a eu beaucoup moins de GPU en ce moment, c'est parce que ils étaient déjà en train de réserver pour justement ces nouveaux ordinateurs portables. Donc il y a du stock pour le moment, mais peut-être que ça va pas continuer parce que on a une autre news après. Mais bon, la news ici, c'est au niveau de un petit problème avec ces laptops RTX 3000. C'est que vous avez donc 3 cartes graphiques qui existent pour le moment. Vous avez la 3060, la 3070 et la 3080. Le problème, c'est que avant, vous aviez les 3080 normales et puis les 3080 Max-Q. Maintenant, les constructeurs d'ordinateurs portables peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur carte graphique. Donc si par exemple Asus prend une RTX 3060, ils peuvent décider que c'est une Max-Q qu'on va faire en quelque sorte ici. Et pour cela, en fait, tout simplement, on voit ici, il y a plein de modèles de chez MSI, ils choisissent tout simplement l'enveloppe thermique de cette carte graphique. Donc ils disent, la RTX 3000, elle va fonctionner à 60 watts. Ou alors non, elle fonctionne à 80 watts. Donc 60 watts, ce serait le Max-Q en quelque sorte. Peut-être certainement. 115 watts, c'est plus le mode haute performance. Et ils peuvent faire ça pour littéralement n'importe quel GPU. Donc la RTX 3070, c'est la même. Soit il a fonctionné à 80 watts ou même à 115 watts. Ou alors à la 3080 à 80 watts ou à 150 watts. Et le truc avec ça, vous allez me dire, ok, qu'est-ce que ça change? Le truc, c'est que vous devez bien vous douter, une RTX 3060 qui fonctionne à 115 watts est pratiquement et même plus performante dans certains cas qu'une RTX 3070 à 80 watts. Tout comme une RTX 3080 à 150 watts est beaucoup plus puissante qu'une RTX 3080 à 80 watts. Et le problème, c'est que beaucoup de constructeurs de laptops n'ont pas indiqué ça. Genre, ils ne l'indiquent pas du tout. Donc, vous ne savez pas ce que vous avez quand vous achetez un de ces nouveaux ordinateurs portables. Vous pouvez avoir aussi bien, vous allez comparer deux ordinateurs portables, vous êtes en mode, j'hésite entre le GF65 et le GP66. Ok. Vous regardez, ils ont tous les deux une RTX 3060. Vous dites, ok, c'est les mêmes. Je vais prendre le moins cher. Mais aussi bien le GF65, c'est celui qui a la version 60 watts et qui est le moins cher. Et du coup, en fait, vous n'avez pas la même carte graphique. Vous n'avez pas du tout la même carte graphique. Donc, Nvidia maintenant va obliger, on verra si c'est. Voilà, hein, mais ils ont normalement obligé les constructeurs de laptops à indiquer le niveau de performance de leur carte, donc notamment les fréquences ainsi que normalement le TDP. Donc, normalement, si vous achetez un de ces laptops en RTX 3000, ça devrait être indiqué. Et je vous conseille de vraiment y regarder. Plus de TDP ne veut pas dire forcément mieux, je vais être très honnête. Ça veut dire plus de performance, mais ça veut dire aussi plus de chauffe. Donc, c'est aussi un truc qu'il faut tenir compte. Après, si vous voyez un test, par exemple, du GP76 ici, et qu'il est très bien refroidi, et que c'est le modèle 115 watts, c'est que, oui, MSI a fait un bon travail. Mais si vous voyez, par exemple, un test du GS66 en 80 watts, qui chauffe trop, même si c'est un modèle 80 watts, peut-être qu'ils auraient dû prendre un modèle 60 watts, honnêtement. Donc, des fois, plus ne veut pas dire mieux. Il y a certains modèles 115 watts qui seront tellement mal refroidis qu'au final, ils seront aussi performants qu'un modèle 80 watts. Donc ça, c'est un autre problème que là, par contre, ils ne pourront pas mettre... Ils vont pas dire « au fait, notre laptop est mal refroidi. Hein ». Non, ça, il faudra regarder des tests. Donc, ça n'a jamais été aussi important, selon moi, pour les RTX 3000 mobiles, en tout cas, de regarder des tests. Parce que, honnêtement, c'est tellement le bordel que vous allez avoir des ordinateurs portables qui sont censés avoir des RTX 3080 en 150 watts qui ne seront pas plus performants qu'une 3070 à 115 watts. Enfin, il y aura des trucs vraiment bizarres à cause de... Juste, ils ont fait un mauvais travail. Mais justement, en parlant de laptop RTX 3000, j'en avais parlé avant, peut-être que vous aurez du mal à en trouver dans le futur parce que vous avez des mineurs de cryptocurrency qui ont commencé à utiliser des laptops gaming avec des RTX 3000 pour miner des cryptocurrencies, justement. Comme les RTX 3000 sont pas mal pour miner, elles sont très efficaces et tout, il y en a qui ont commencé à le faire. Et comme vous pouvez voir ici, vous avez des fermes entières, juste des endroits entiers avec plein de laptops mis comme ça bien souvent. Comme ça, pour information, quand vous les mettez en mode dans cette position-là, la ventilation est plus efficace parce qu'ils arrivent mieux à respirer. Donc, ils ont plus de performance. Les écrans sont évidemment éteints pour économiser au maximum de l'électricité. Parce que le but ici, c'est que vous voulez consommer le minimum, mais produire le maximum. Donc, bien souvent, c'est ce qu'ils font. Ça ne m'étonnerait même pas qu'ils soient tous undervoltés au niveau, justement, aussi de ce qu'ils utilisent. Donc, ouais, c'est un peu abusé.
Personnellement, je vais être très honnête. J'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas un grand fan de cryptocurrency personnellement, surtout le minage de cryptocurrency. J'ai rien contre quelqu'un qui utilise son PC pour miner des cryptocurrencies, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Par contre, j'ai un problème avec des gens qui achètent 10 laptops, 15 laptops, 20, même plus, ou qui achètent 10 cartes graphiques et qui minent des cryptocurrencies. Je trouve ça un peu bof parce que l'un des problèmes avec le minage de cryptocurrency, j'en parlerai dans une news juste après, c'est un petit peu la consommation électrique. C'est juste pas du tout efficace. Genre, vous utilisez beaucoup d'électricité pour produire un petit peu plus d'argent que ce que vous avez consommé pour vous en sortir au niveau financier au final. Dans certains pays, par contre, c'est beaucoup plus rentable parce que l'électricité coûte moins cher. Euh, et du coup, ben, c'est pour ça que c'est très utilisé. Donc là, c'est en Chine apparemment. Vu que la plupart d'ailleurs de ces laptops sont souvent assemblés en Chine, mais ils peuvent les récupérer dès qu'ils sont fabriqués, ils ont du stock disponible. C'est pour ça aussi qu'ils arrivent à les acheter plus facilement, parce que littéralement, ils peuvent les acheter sur place, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à les trouver aussi facilement. Même chose pour les cartes graphiques d'ailleurs. Vous avez pas mal de cartes graphiques qui finissent dans le même sort, on va dire. Pour ceux qui se demandent, est-ce que tous les problèmes de stock seraient réglés s'il n'y avait aucune personne qui minait des cryptocurrencies de cette manière-là? Je ne parle pas d'une personne qui mine chez lui avec une carte graphique ou deux cartes graphiques. Pas vraiment. On va être honnête, il y a des gros problèmes de production de manière générale. C'est pas que les mineurs de cryptocurrency qui posent ce problème-là. Ils y participent, clairement, et tout comme les gamers qui veulent absolument une nouvelle carte graphique, ils participent. Mais yep, c'est juste, il y a plein de facteurs qui fait qu'il y a des problèmes de production, mais yep, ils y participent quand même. Et personnellement, ça ne me dérangerait pas. Si vous me disiez demain que oh, il y a un énorme crash au niveau des cryptocurrencies et qu'ils sont obligés de revendre tout ce qu'ils ont acheté, je vais être très honnête, ça ne me ferait rien au cœur. Je dirais même que je serais plutôt content. Justement, en parlant de consommation électrique, il y a eu un problème comme ça en Iran. L'électricité coûte vraiment pas cher en Iran. Pour information, ils ont beaucoup de ressources en pétrole, donc ils peuvent faire de l'électricité directement avec du pétrole. Et du coup, le prix de l'électricité est 4 fois moins cher qu'en Chine. Et en Chine, il est déjà pas cher, hein, mais il est 4 fois moins cher qu'en Chine. Et donc, ben, vous avez beaucoup de gens qui ont commencé à miner des cryptocurrencies, tout simplement. Et le problème, c'est que la grille électrique en Iran n'est pas toujours robuste partout. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui prend 3000, 10 000 watts à l'heure d'un coup comme ça pour miner des cryptocurrencies avec plein de cartes graphiques, ben, ça ne suit pas. Ça ne suit tout simplement pas. Et vous avez justement des sauts au niveau de la grille électrique et ça saute tout simplement. Et il y a plein de gens qui se retrouvent sans électricité. C'est un petit peu stupide. Donc, yep, ça, c'est justement ce que je parlais dans l'extrême. Et ça, c'est juste extrême, en fait. Je n'ai rien contre quelqu'un, comme j'ai dit, qui mine des cryptocurrencies. J'ai quelque chose, par contre, contre quelqu'un qui fait ça. Parce que ça, c'est juste abusé. Alors, je suis sûr que ça aide certaines de ces personnes à vivre, justement, parce que ça rapporte de l'argent, tout simplement, et peut-être c'est compliqué là-bas. Peut-être qu'ils n'ont pas assez de travail et tout ça, c'est même compliqué partout en ce moment. Donc je peux comprendre qu'ils essayent de trouver une solution, surtout si l'électricité n'est pas chère, mais on va être très honnête, l'un des gros problèmes avec ça, et ça avait déjà été calculé, c'est la consommation électrique. La consommation électrique des gens qui minent des cryptocurrencies dans le monde est incroyable. Vous utilisez énormément d'électricité pour miner un petit peu, genre générer un petit peu d'argent derrière, quoi. Mais c'est hautement inefficace. Genre, n'importe quelle autre activité est beaucoup plus efficace, franchement. Donc, yep, c'est à un tel point qu'en fait, il y a clairement des problèmes, je pense, au niveau réchauffement climatique. Évidemment, on pourrait faire plus d'efforts tous autant qu'on est, surtout les grosses entreprises. Mais quand on voit ça, on est juste en mode, oui, mais ça va complètement à contre-courant, quoi. Parce que ça, c'est prendre énormément d'électricité pour générer quelques centimes derrière. C'est juste hautement inefficace. Ça rajoute beaucoup de stress sur les grilles électriques de pas mal de pays. Vous avez aussi le fait que les gens qui veulent juste jouer sur PC ne peuvent même pas parce qu'ils n'arrivent pas à acheter des cartes graphiques qui sont utilisées pour ça. C'est juste, ouais, j'ai vraiment du mal à... Personnellement, je ne trouve ça pas très respectable. Encore une fois, comme je le dis, si vous êtes du genre à miner des cryptocurrencies avec votre carte graphique, votre ancienne carte graphique, autre chose, je n'ai rien contre vous.
Mais si vous êtes du genre à faire ça, yep, je suis désolé, mais personnellement, moi, je trouve ça abusé. C'est juste n'importe quoi. En parlant de n'importe quoi, en réalité, c'est pas n'importe quoi, Xiaomi a annoncé une nouvelle TV. Ils ont une nouvelle gamme de TV qui arrive avec des écrans 120 Hz QLED. Alors, vous allez me dire, ok, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Bon, déjà, c'est des écrans 120 Hz QLED en HDMI 2.1, donc ça vous donne des très bonnes couleurs et aussi un très bon temps de réponse et surtout 120 Hz avec de HDMI 2.1. C'est tout à fait compatible avec les nouvelles consoles. Mais surtout, vous devez bien vous en douter, c'est Xiaomi. Ils ne font ça pour pas trop cher. Donc cette TV-là coûte quand même relativement cher. Il me semble que c'était 1200 euros. Vous aurez les tout premiers exemplaires qui seront vendus à 1000 euros, je crois, 999 euros. Mais ouais, la plupart des gens l'achèteront à 1200 euros, s'ils l'achètent en tout cas. Mais c'est pour le modèle 75 pouces. Donc c'est le premier modèle de la gamme. S'il faut un modèle 65 pouces, il coûtera 1000 euros. S'il faut un modèle 55 pouces, il coûtera 800 euros, et ainsi de suite. Et donc, on devra se retrouver avec des TV haut de gamme, clairement, parce que c'est des TV haut de gamme, selon moi, ici, mais pour un prix plutôt respectable, franchement. Faudra avoir évidemment les performances réelles, parce qu'évidemment, là, ils peuvent annoncer toutes les stats du monde et dire « Ouais, elles sont incroyables ». Ça ne veut pas dire qu'elles le sont vraiment, hein. Mais bon, elles sont quand même assez intéressantes. Il y a Android 10 dessus. Vous avez, du coup, pour information, bon, il parle de système sonore, à mon avis, il doit être respectable, mais les systèmes sonores, en général, dans des TV aussi fines, voilà, il vaut mieux avoir une barre de son, honnêtement, ça vous donnera une meilleure qualité. Ce n'est pas évidemment de l'OLED aussi, hein, le QLED, je tiens à le préciser. C'est similaire à ce que fait Samsung avec leur modèle en Q80T, mais sauf que, évidemment, les modèles Samsung sont beaucoup, beaucoup plus chers, donc ma foi, ça fait une réduction ici. Donc ouais, très intéressé, très intéressant même de manière générale. Et yep, j'ai hâte de voir ce que ça donnerait. Même si évidemment le modèle 75 pouces n'est clairement pas pour tout le monde. Parce que 75 pouces, ça prend une sacrée place. Il me semble que c'est pratiquement 2 mètres de diagonale. Il me semble 75 pouces, ça doit être à peu près 2 mètres de diagonale pratiquement. Yep, donc c'est plutôt gros comme TV. Justement, en parlant de TV, il faut évidemment des cartes graphiques qui font tourner du 4K 120 fps. Et un truc qui permet de mieux faire tourner à du 4K 120 fps, c'est d'avoir des technologies comme DLSS. Donc AMD ici est en train de travailler sur leur propre version de DLSS. Donc ce serait le Fidelity FX Super Résolution. C'est un petit peu long. Bon, après le DLSS aussi, si vous avez le full nom aussi, c'est très long. En gros, c'est le même principe que le DLSS. Vous faites tourner un jeu à une plus basse résolution que la résolution native de votre écran, et puis vous le repassez à une plus haute résolution avec l'intelligence artificielle, tout le tralala. Ça marche plutôt bien avec notamment la version 2.0 de DLSS, au point même que selon moi, c'est stupide de ne pas l'activer, surtout quand vous jouez à une très haute résolution comme le 4K. Ça vous donne vraiment un gain de performance énorme et une qualité qui est très similaire. Le 1.0 n'était pas parfait par contre du DLSS, il était un peu flou par contre. Mais yep. Donc là, AMD veut faire la même chose et c'est une très bonne chose selon moi parce que honnêtement, je pense que le futur des jeux vidéo passera par là. C'est juste pas possible de faire des cartes graphiques de plus en plus puissantes. Enfin, c'est possible, mais le truc, c'est que la résolution augmente de plus en plus. On passe à du 4K, il y a même des TV 8K qui existent. Bon, l'utilité de ces télé 8K est discutable, on va être honnête, mais quand même, si on veut faire tourner les jeux à plus haut FPS et en profiter, ce genre de technologie permet de le faire. Et honnêtement, ça marche plutôt bien. Ça a été prouvé par NVIDIA DLSS 2.0 que ça marche plutôt bien. Donc, yep, c'est pour moi le futur du gaming, franchement. Ça permet de gagner énormément en performance et pour un coût pas énorme au final, parce que vous rajoutez juste une petite partie sur votre carte graphique qui est intelligente, on va dire, et que ça fait le travail derrière, quoi. Donc, yep. Donc on verra ce que ça donnera, hein. Je pense que AMD y arriverait plutôt bien, parce que pour information, quand DLSS 1.0 était sorti, AMD avait aussi un truc pas similaire, mais ils avaient un truc qui s'appelait AMD Sharpening. AMD Sharpening, l'avantage, c'est que c'était activable dans tous les jeux techniquement, parce que c'était au niveau driver, donc c'était pas un truc que les développeurs devaient rajouter. Et aussi l'avantage du coup, c'est que ça marchait aussi bien que DLSS, genre même mieux dans pas mal de cas. C'était moins flou en fait. L'image était
plutôt net. Donc vous preniez encore une fois, vous faisiez tourner le jeu en 1440p par exemple, et puis vous le remettiez en 4K, et puis ça faisait un effet de sharpening dessus, comme dans Photoshop par exemple. L'effet était quand même intelligent, c'était pas genre juste oh tout est sharp. Non, ça sélectionnait certains endroits pour mettre plus d'effets de sharpening et d'autres endroits sans. Donc c'était déjà un petit peu une sorte de DLSS en quelque sorte, parce qu'il y avait de l'intelligence derrière, mais ça restait quand même un effet, vous voyez. Donc ici, ça va être vraiment un truc intelligent. Donc AMD a déjà pu le faire par le passé, faire un truc qui marchait mieux que DLSS 1.0, et c'était une version moins intelligente au final. Donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'il devrait y arriver. Après, on verra s'ils y arrivent aussi bien qu'avec DLSS 2.0, et aussi on verra aussi ce que ça requiert niveau développeur derrière. Est-ce que les développeurs vont devoir le supporter pleinement, ou est-ce qu'ils vont réussir à faire un truc qui est facile à mettre en place? On verra bien. Je pense que selon moi, il faudrait vraiment que DirectX supporte ce genre de technologie directement. Ce serait la meilleure des choses. Vous avez beaucoup de moteurs graphiques qui commencent à le supporter directement dans le moteur graphique, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais yep, clairement selon moi, le ray tracing et tout ça, c'est cool le ray tracing, mais ce qui m'intéresse le plus, honnêtement, c'est le DLSS et ce genre de technologie qui prend une plus basse résolution et une plus haute résolution. J'aimerais ça aussi pour... il me semble qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait un plugin Adobe Premiere pour utiliser genre DLSS pour remettre à plus haute résolution. Ça, ce serait intéressant à tester, hein, parce que franchement, imaginez, on est en 2025, j'allais dire on est en 2020, mais on est déjà en 2021. Oui, mince, on est déjà en 2021, je m'en étais pas rendu compte. Bref, on est en 2025, 2030, on a tous des TV 4K maintenant. Mais on regarde toujours des vieilles vidéos YouTube de v'là 10 ans parce que YouTube est devenu de la merde. Mais le problème, c'est qu'elles sont seulement en 1080p. Imaginez si vous pouviez juste pouf, activer un truc et vous prenez votre vidéo en 1080p et elle devient 4K. C'est pas parfait, mais ça marche plutôt bien. Ce serait génial, franchement. Donc ouais, ça m'intéresse énormément, ce genre de truc. Donc on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, on en avait parlé dans le dernier Texama Show, ou l'avant-dernier, je ne sais même plus. NZXT avait quelques problèmes avec son H1, qui est leur boîtier Mini-TX en forme de tour, assez semblable à la Xbox Series X au final, un petit peu. Pas exactement, hein, mais ça ressemblait assez bien. Et ils avaient un problème où le Riser PCI, donc c'était un gros câble qui permet de mettre la carte graphique derrière la carte mère. Donc c'est un câble PCI Express, basiquement. Le problème, c'est que une des vis rongeait littéralement le PCB de ce riser et arrivait à faire contact avec une ligne 12 volts. Et du coup, il y avait un lien qui se faisait, et quand vous avez un circuit électronique le circuit électrique qui se complète, qu'est-ce qui se passe? L'électricité passe, et du coup, ça faisait chauffer littéralement tout le métal qui était en contact, et ça faisait prendre feu au final. C'était quand même un truc qui arrivait rarement, mais c'est déjà arrivé, et c'était quelque chose qui était reproductible. C'est-à-dire que c'est pas un modèle de temps en temps qui est défectueux. Tous les modèles peuvent avoir ce défaut si vous le cherchez. Et le problème, c'est que ça finira par arriver à certaines personnes. Et du coup, après avoir fait plusieurs vidéos sur le sujet, Gamer Nexus a réussi à lancer pas mal de trucs là-dessus. Donc notamment, vous avez un organisme aux États-Unis qui est le Consumer Product Safety Commission, voilà, c'est ça, a littéralement obligé NZXT à faire revenir tous les boîtiers NZXT H1 aux États-Unis pour les faire fixer. Donc c'est-à-dire qu'ils sont recall. Donc c'est-à-dire que basiquement, ils doivent tous les fixer. Même s'il y a ça qui est arrivé, et même si au final nous on est en Europe et qu'il n'y a pas cet organisme, ça m'étonnerait pas que l'Europe soit aussi sur le coup. Et aussi tenez compte que NZXT a finalement accepté de tout simplement remplacer tous les Riser PCI Express de leur NZXT H1. Et pour information, le problème est seulement sur le Riser. Le reste du boîtier est nickel, il n'y a aucun problème. L'alimentation qui est fournie avec, le water cooling qui est fourni avec, n'ont aucun problème. C'est vraiment ce Riser. Donc si vous remplacez ce Riser même par un autre, peut-être si une autre entreprise en fabrique un ou autre chose, il n'y a aucun problème. Mais yep, si vous utilisez par contre le Riser par défaut, faites attention, il y a un énorme risque d'incendie. Et personnellement, j'ai un de ces boîtiers qui est juste là. Bon, j'ai jamais fait de PC dedans, parce que j'ai mis un peu de temps à faire un PC dedans, et puis finalement, il a commencé à avoir les reports là-dessus, vous voyez, de feu. Donc j'étais en mode, ouh, attendez, je vais attendre quand même. Et puis finalement, j'ai bien fait d'attendre, parce que j'aurais pas voulu genre que ma maison brûle, ça aurait été un petit peu dommage. Donc ouais, donc ma foi, je vais voir essayer de remplacer le Riser PC Express
parce que c'est quand même un beau boîtier, je trouve. Il est plutôt cool dans son principe, et aussi le fait que l'alimentation est déjà installée et tout. Mais yep, on va être très honnête, c'est une honte. Franchement, KenZXT ait fait un tel riser. C'est franchement une honte. Euh, Ils ont fait plusieurs vidéos sur le sujet, Gamer Nexus, vous pouvez aller les regarder. Et c'était juste très mal designé. C'est juste aucun riser. Ils ont testé d'autres risers pour voir s'ils avaient le même problème. Aucun autre riser n'avait le même problème. Ils ont juste fait du très mauvais travail. Donc c'est pas juste oh pas de chance, non, c'est juste un mauvais travail quoi qu'il arrive. Donc ouais, j'espère que ce sera fixé en temps et en heure. En attendant, si vous avez un NZXT H1, je vous conseille fortement de retirer le riser, même si vous devez brancher votre carte graphique d'une autre manière, acheter un autre riser, autre chose, faites-le dès maintenant parce que c'est juste un incendie qui risque d'arriver. Ça va finir par arriver un jour ou l'autre et ça peut être très dangereux. Et débarrassez-vous du riser, ou enfin en tout cas mettez-le de côté avec une indication clairement dessus qu'il est dangereux, et surtout contactez NZXT parce qu'ils vous proposent de tout simplement le faire remplacer. Donc ouais, contactez-les et voyez ce que vous pouvez faire avec eux. Mais yep, si vous avez un de ces boîtiers-là, faites attention. Ensuite, on a une petite news de rappel sur au niveau du fait que Nvidia, je vous rappelle, veut toujours acheter ARM. ARM étant la société qui design la plupart des processeurs ARM, qui sont utilisés par Qualcomm, Apple même, et tout ça. Et du coup, certaines entreprises ne sont pas contentes. Vous avez aussi, pour information, pour ce genre d'énormes rachats, vous avez le gouvernement qui est souvent impliqué, et le gouvernement peut et a le droit de totalement interdire ce genre de rachat parce qu'il considère que peut-être c'est un gros problème au niveau de peut-être au niveau concurrence, parce que si Nvidia rachète ARM, ça veut dire qu'il techniquement contrôle maintenant les designs ARM, et donc ils contrôlent en partie leurs concurrents, hein, parce que par exemple AMD fait quelques processeurs ARM, mais aussi Qualcomm fait des GPU, donc c'est un concurrent d'Nvidia. Mais du coup, Nvidia contrôle Qualcomm d'une manière maintenant. Donc il y a des gros problèmes de concurrence ici, et justement Qualcomm n'est pas content par rapport au rachat de Nvidia. Bon après, j'ai envie de dire Qualcomm n'est pas meilleur au niveau stratégie, enfin au niveau de ce qu'ils font, hein. C'est pas la première fois que Qualcomm fait des saloperies à d'autres entreprises, donc j'ai juste envie de dire ils sont sur le même piédestal, hein, ici, ou le même niveau, on va dire. Mais bref, en tout cas, ce rachat pose pas mal de problèmes, pas mal de conflits d'intérêts. On verra ce que ça donnera. C'est pas sûr qu'ils y arriveront, honnêtement, à racheter. Au final, ça va peut-être être interdit. Personnellement, je pense que, ouais, franchement, j'ai regardé plus les pour et les contre. Parce qu'il y a quand même des pour, hein. Mais il y a peut-être un peu trop de contre quand même. Donc, je pense que ce serait peut-être pas une mauvaise chose que ça n'arrive pas, tout simplement. Donc, on verra bien, mais une chose est sûre, c'est toujours en cours. Et pour information, ils voudraient le racheter pour 40 milliards de dollars, hein. Pour information, 40 milliards de dollars, je sais pas, mais c'est certainement suffisamment d'argent pour construire, allez, 2-3 usines de production de cartes graphiques en plus. Comme ça, peut-être qu'ils pourraient régler leurs problèmes de stock aussi. Donc peut-être qu'ils ne devraient pas racheter, mais bon. Le truc, c'est qu'évidemment, ils veulent racheter pour mieux se positionner dans le futur. C'est logique. En vrai, les processeurs ARM, c'est le futur. Que vous le vouliez ou non. Même moi qui aime les PC haute performance, il faut l'avouer, les processeurs ARM, c'est le futur. Ça va prendre encore un petit peu de temps avant que ça soit utilisé dans beaucoup de trucs, mais c'est clairement le futur. Et du coup, si Nvidia rachète ARM, ils se positionnent très bien pour le futur. Genre très très bien. Donc ça m'étonne pas qu'ils essayent de le faire. Mais bon, on verra bien. Un autre truc qu'on verra bien, c'est au niveau de un développeur de Terraria. Il utilisait des comptes Google, hein, comme vous et moi. Je pense qu'on a peut-être même plusieurs comptes Google. On utilise beaucoup de choses avec certainement nos comptes Google. Moi, j'ai une chaîne YouTube. J'utilise Google Photos. J'ai Google Drive aussi. J'ai mes mails sur Gmail, justement, aussi. Et ce qui est arrivé à ce développeur, c'est qu'un jour, sans raison, il s'est fait bannir ses comptes Google. Et vous allez me dire, oh, c'est problématique ça. Mais ouais, c'est très problématique. Parce que le fait de se faire bannir ses comptes Google a fait que il ne pouvait plus accéder à ses mails. Il ne pouvait plus accéder à son drive. Il ne pouvait plus accéder à sa chaîne YouTube. Il avait tout perdu en fait. Et vous devez bien vous douter. Alors il y a certains trucs qui sont récupérables. Genre par exemple le Google Drive. Bon, peut-être qu'il avait déjà fait un backup des données autre part aussi. Moi personnellement, ce que j'ai sur mon Google Drive, je l'ai aussi autre part. Donc c'est pas un problème. Mais par exemple les mails, ça c'est beaucoup plus problématique. S'il avait des mails importants là-dedans,
Ouais, et puis aussi, peut-être certains comptes utilisaient ce mail aussi. Je sais pas moi, si vous avez votre Steam sur votre compte Gmail, vous perdez votre accès à votre compte Gmail, bonne chance, hein. Je sais pas si Steam devrait peut-être quand même avoir une procédure pour changer l'email si vous l'avez perdu l'accès, mais vous allez devoir vous battre pour le faire. Et c'est justement ce qui est arrivé ici pour cette personne. Il a essayé de se battre, il a essayé de contacter Google, mais il n'y a pas moyen, parce que Google, et c'est le cas avec YouTube, je peux vous le dire, même je suis youtubeur, j'ai une chaîne avec plus de 500 000 abonnés. Vous allez me dire, oh, mais j'ai un contact direct avec YouTube. Nope. J'ai un contact semi-direct avec YouTube. Les contacts directs avec YouTube, on en avait avant, mais ils sont disparus. On ne sait même pas ce qui arrivait. Et du coup, c'est-à-dire que même quelqu'un avec beaucoup d'abonnés, ils n'ont pas un contact direct, hein. Donc imaginez, pour Google, de manière générale, genre tous les produits Google, il y a zéro contact. Vous n'avez... Est-ce que vous pouvez trouver un numéro de téléphone pour appeler Google maintenant? Bonne chance. Il y a des mails de contact, mais vous avez perdu votre adresse mail, donc au final, bonne chance. Donc ouais, c'est abusé. Donc yep, c'est incroyable. Je me rendais pas compte, c'est incroyable à quel point beaucoup de gens sont dépendants à fond de Google en fait. Bon, moi évidemment, ma carrière, vu que je suis youtubeur, est clairement dépendante de Google, donc j'ai pas trop le choix ici. Mais même pour d'autres trucs que j'ai pas forcément besoin de Google, je suis dépendant d'eux, genre les mails, mon Steam est sur une adresse mail Gmail. Donc si je perds cette adresse mail, j'ai plus mon Steam. Tous les jeux que j'ai sur Steam, pas mal de jeux, ça représente beaucoup d'argent. Même des licences pour certains logiciels sont aussi associées à des comptes Gmail. Si je les perds, je perds ma licence. Des fois, c'est des petits logiciels, ça va, mais des fois, ça peut être des logiciels qui vaut beaucoup d'argent, hein. Et c'était le cas de ce développeur de Terraria. Et la raison aussi pour laquelle c'est encore plus stupide, c'est que ce développeur de Terraria était en train de travailler sur une version Stadia de Terraria. Donc ils allaient mettre Terraria sur Stadia. Et maintenant ils ont dit, nope, c'est fini. Il n'y aura pas Terraria sur Stadia parce que littéralement, ouais, malgré qu'ils sont en train de littéralement rendre service à Google en rajoutant un nouveau jeu dessus, un très bon jeu dessus, Google leur tire des balles dans les pieds en mode pan pan pan, au revoir, quoi. Donc c'est abusé. C'est franchement abusé. Ça fait très peur, honnêtement, parce que, comme je le dis, c'est pas comme s'il avait fait un crime ou autre chose. Si quelqu'un se faisait bannir son compte Gmail parce qu'il a spammé des gens, parce qu'il envoie des virus aux gens, ok. Mais lui, il n'a pas fait ça. Donc ça fait vraiment peur. Donc personnellement, et je pense que je ferai une vidéo là-dessus, mais je vais commencer à regarder sur les alternatives, comment vous pouvez réduire votre dépendance à Google. Il y a déjà des gens qui ont fait des vidéos dessus, des très bonnes vidéos, mais je pense aussi en faire une de mon côté, une version plus moderne aussi, et regarder qu'est-ce qu'il existe comme alternative au niveau mail, et au niveau mail de manière sérieuse, genre une entreprise qui répondra genre à vos mails, ou qui a un numéro de téléphone si vous avez un problème, ce genre de choses, quoi. En gros, prendre que des alternatives qui sont physiquement contactables, que vous pouvez littéralement parler à une personne si vous avez un problème, parce que ouais, Google, c'est comme YouTube, hein, au final. Vous avez l'impression qu'il n'y a personne derrière. Il n'y a aucun être humain. C'est juste... Vous... En fait, dans 10 ans, si Google, il n'y a plus aucun employé, c'est juste une intelligence artificielle qui fait tout tourner, ce serait exactement pareil. Il y aurait zéro différence. D'ailleurs, au passage, j'avais une autre petite news par rapport à ça. Bon, là, je mets un article de jeuxvideo.com, c'est peut-être pas le meilleur site pour ça, je vais être très honnête. Jeuxvideo.com était bien en 2016. 6, pas 2016, en 2006. Enfin bref, c'était le premier article que j'ai trouvé. J'ai déjà lu plusieurs articles là-dessus, puis comme ça, c'est en français pour ceux qui veulent. Mais en gros, Google, Stadia, justement, comme on en parlait, va fermer son studio. Donc oui, Google avait un studio, si vous ne savez pas, qui développait des jeux vidéo. Donc pour Stadia, justement, pour donner plus d'intérêt à Stadia, ce studio va fermer. Et il y a eu pas mal d'histoires là-dessus, par exemple, sur le fait que, pour information, Google avait promis aux développeurs que genre ils avaient un bel avenir et tout ça, et qu'apparemment ils ont d'un coup fermé le studio sans raison, et que du coup ces développeurs étaient en mode what the fuck, quoi, on nous a dit que tout allait bien, et puis d'un coup, pouf, on ferme tout. Certaines personnes, du coup, il y a certains sites qui ont commencé à dire que du coup Google Stadia allait fermer ses portes. Non, c'est le studio qui ferme ses portes, ça n'a rien à voir avec Google Stadia, je tiens à le préciser. C'est quand même un signe avant-coureur que tout ne va pas forcément bien au niveau de Google Stadia, on va être honnête. Mais non, ça n'a rien à voir ici avec le vrai Google Stadia, c'est le studio de développement ici. Il y a quand même du coup, comme j'ai dit, des problèmes avec Google Stadia, donc Google essaie de rassurer en disant que pendant que vous avez justement mon téléphone qui s'est mis en mode OK, je ne le dis pas évidemment, mais vous avez quand même pas mal de problèmes avec Stadia sur le fait que
Il n'y a juste pas assez de gens qui l'utilisent déjà, il n'y a juste pas assez de jeux. Donc Google essaie de rassurer en disant hey, on va avoir une centaine de jeux bientôt, ne vous inquiétez pas, on va rajouter 100 jeux, ça va être génial. Bon, 100 jeux moins 1, du coup ce sera 99 vu qu'ils ont perdu Terraria. Enfin bref, du coup, ouais. Google Stadia ne va pas au mieux actuellement. Évidemment, c'est quelque chose qui demande d'être développé au fil du temps. C'est pas que vous pouvez pas juste faire un service de streaming comme ça et puis ça marche. Non, ça prend du temps à bien le mettre en place. C'est une guerre qui est en cours. Hein. Pour moi, c'est un peu comme la guerre du streaming avec Netflix et tout ça qui est toujours en cours au final. Netflix avait une bonne longueur d'avance au début, mais ils se sont fait rattraper par d'autres. Mais là, vous avez la même chose. Vous avez une guerre qui se prépare là-dessus parce que le streaming de jeux vidéo, c'est une partie de l'avenir. Ce ne sera pas l'avenir pour tout le monde. Certaines personnes préfèrent avoir une console de jeu. Je préfère avoir une console de jeu ou un ordinateur pour jouer. Mais il y a certaines personnes ils ont juste envie de temps en temps jouer à un jeu vidéo. Et peut-être qu'ils ont juste envie de jouer sur leur TV directement. Ils prennent une manette et ils y jouent. Vous voyez, juste simple et efficace. Et du coup, pour eux, bah, c'est une partie de l'avenir, ça. Mais le truc, c'est qu'actuellement, il y a clairement des services qui sont meilleurs que les autres. Je pense que GeForce Now est meilleur parce que techniquement, GeForce Now, vous pouvez utiliser vos jeux qui vous appartiennent vraiment. Vous pouvez connecter votre Steam et jouer à vos jeux Steam, en gros. Donc ça, c'est un gros plus. Vous avez aussi le service de Xbox qui devrait être vraiment pas mal. Le service de Sony est pas mal si vous êtes fan de jeux Sony, mais voilà, c'est plus discutable ici. Vous aviez aussi Stadia, mais Stadia, voilà. Vous avez aussi d'autres services qui sont en rapport, mais pas vraiment, comme par exemple les PC Shadow, qui eux aussi permettent de jouer à des jeux vidéo. Et carrément, là, vous pouvez jouer à ce que vous voulez, vu que vous avez un PC dans le cloud. Mais yep, il y a une guéguerre qui se fait. Google Stadia n'est pas clairement en tête, hein, on va être honnête. Ça ne veut pas dire qu'ils vont fermer hein, cette news-là. C'est peut-être un signe avant-coureur pour le futur, mais un futur beaucoup plus lointain. Parce que honnêtement, s'ils ferment déjà Stadia après si peu de temps, c'est qu'ils n'ont même pas essayé, hein, franchement, parce que ce serait misérable. Par contre, il y avait une autre news positive au niveau de Stadia quand même. Vite fait, j'en parle, mais à la sortie de Cyberpunk était pas mal jouable sur Stadia, genre il tournait plutôt bien. Et du coup, il y a pas mal de gens qui ont joué avec Stadia directement, vu que ça tournait plutôt bien. Contrairement à la PS4, par exemple, c'était pas la faute de Sony, hein, c'était clairement la faute de CD Projekt, mais yep, c'était quand même pas mal. Et enfin, une petite dernière news, surtout au niveau hardware ici, vous avez Clock Tuner pour Ryzen qui va être update vers la version 2.1. Si vous n'avez pas compris ce que je veux dire par là, je vous refais un petit résumé. Clock Tuner, c'est un programme qui est fait par Usmus, oui c'est ça, OneUsmus, qui est le développeur qui a fait aussi le programme qui permet de calculer les timings de votre RAM que vous pouvez mettre pour régler votre RAM parfaitement avec Ryzen. Et du coup, il avait sorti aussi du coup Clock Tuner, qui était un outil qui permet d'overclocker automatiquement votre processeur Ryzen. Enfin, c'est overclocker sans overclocker. En gros, vous pouviez overclocker, mais tout en gardant le système de boost du processeur. Parce que le problème, c'est quand vous overclockez un processeur Ryzen, ce que vous faites, vous lui dites, oh, maintenant tu fonctionnes à 4,5 GHz. Donc c'est cool, vous avez tous les cœurs qui fonctionnent de votre processeur à 4,5 GHz. Mais le problème, c'est que peut-être que votre processeur, avant l'overclocking, pouvait booster sur un seul cœur à 4,7 GHz. Et donc vous perdez ça. Et donc dans certains cas, dans les jeux vidéo notamment, vous aviez une baisse de performance. Mais ici, avec Clock Tuner, qui jusqu'à maintenant marchait seulement avec Zen 2 pour information, donc les Ryzen 3000, eh bien, ça permettait de faire ça justement, avoir l'avantage de l'overclocking tout en gardant le boost. Et ça marchait plutôt bien. Ça demandait un petit peu de réglage par vous-même, hein, parce que c'est un outil qui est censé être intelligent. Donc c'est un outil au final qui overclock votre PC pour vous, mais il le fait selon ce que vous lui dites. Donc il y a quand même un petit peu de réglage à faire. Et du coup, avec cette version 2.1, mais déjà, ça va supporter pleinement les Ryzen 5000. Il me semble qu'ils étaient déjà de toute façon supportés, mais le gros avantage ici, c'est que vous allez certainement, avec certains processeurs, être capable d'approcher les 5 GHz. Et c'est toujours aussi cet hybride niveau overclocking où vous pouvez garder le boost, mais aussi avoir une très bonne fréquence sur tous les cœurs. Franchement, je serais AMD. Ce OneUsmus qui a fait tout ça, je l'engagerai. Franchement, je lui paye, je lui fais un bon petit salaire et je l'engage et je lui fais littéralement faire ce genre d'outil pour notre société, quoi. Si je travaille pour AMD, c'est ce que je fais en tout cas. Parce que franchement, yep, c'est tout ce qu'il a fait, franchement, pour
aider la communauté et surtout aider AMD au final. Bon, il le fait aussi pour lui, hein, parce qu'il aime bien faire ça, mais yep, c'est franchement génial. Du coup, cette version 2.1, pour information, n'est pas encore disponible. Elle sortira normalement au printemps. Vous pouvez déjà la voir si vous êtes sur son Patreon. Et je pense qu'il le mérite, honnêtement. Il y a beaucoup de Patreon qui existent, mais s'il y a bien quelqu'un qui le mérite, One Smith franchement le mérite. Et sinon, ça sortira, oui, au printemps. Et la version 2.0 de cet outil d'overclocking existe toujours. Il va avoir une nouvelle update, normalement, qu'il a dit. Donc, pour ceux qui ont des anciens processeurs Ryzen, parce qu'il faut faire attention à certains processeurs Ryzen ne sont pas supportés par cet outil d'overclocking, je tiens à le préciser. Donc, yep. Mais bon, assez incroyable, franchement. Hein. Vous avez quelques graphes ici. Il a montré un petit peu les perfs que vous pouvez vous attendre. Hein. Notamment si vous amusez à utiliser le boost standard de AMD ou alors justement en utilisant ce boost intelligent qui permettait de dépasser les 5 GHz tout en utilisant moins de voltage aussi, donc ça c'est plutôt exceptionnel. Donc là c'est seulement sur certains corps, hein, comme vous pouvez voir. Et du coup c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi, j'espère que vous avez bien apprécié comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texama Show et de prochaines vidéos de Texama. Et je vous dis ciao ciao.